Alors bonjour, mon nom est Marie-Dion Tremblay, je suis coordonnatrice au CIQSS. Ça me fait plaisir de vous accueillir à Montréal, à Sherbrooke et à Québec à ce tout premier séminaire de l'année 2009. C'est Monsieur Jean-Pierre Corbeil qui casse la glace avec nous cet après-midi. Monsieur Corbeil est spécialiste en chef à la section des statistiques linguistiques de Statistique Canada. Il vient nous présenter l'enquête sur la vitalité des minorités de langue officielle, qui d'ailleurs, on a reçu ces données-là cette semaine. Ça donne bien, ils sont maintenant disponibles ici au SIX et dans tous les centres de données de recherche à travers le Canada. Donc, si ça vous intéresse. Avant de commencer, je vous demanderais juste si vous avez des questions, autant à Québec, à Sherbrooke qu'à Montréal. Si vous avez des questions, juste d'attendre à la fin de la présentation. On a une période de questions et de discussion. Puis pour les gens à Montréal, si vous avez des questions, je vais faire circuler le micro parce que si vous n'avez pas de micro, les gens qui sont à Laval et à Sherbrooke ne vous entendront pas. Donc, assurez-vous d'avoir le micro pour poser vos questions. Et puis, sans plus tarder, mais je laisse la place à M. Corbeil. Merci, Maryse. Bonjour à tous. Je vais faire une présentation qui, pour certaines personnes, n'est peut-être pas tout à fait nouvelle. Ça fait quand même un bout de temps que l'enquête a été menée. En fait, on a été sur le terrain à l'automne 2006, donc peu après le recensement. C'est la raison pour laquelle on appelle ça une enquête post-censitaire. Ce que je vais faire, je vais quand même peut-être juste vous situer un peu le contexte historique, politique de la raison d'être de cette enquête-là. Et peut-être aussi vous aider à comprendre, parce que pour certaines personnes, ça peut sembler chinois un peu, qu'est-ce qu'on entend par minorité de langue officielle. Il faut d'abord savoir que avec la montée de l'immigration, en particulier dans les années 80, au milieu des années 80, le poids relatif de l'immigration a cru sans cesse. Et à un moment donné, il a fallu se poser la question à savoir comment on traite, du point de vue du gouvernement fédéral, ces personnes-là, ces nouveaux arrivants, en termes d'offres de services. Par exemple, on garde à l'esprit qu'en 1982, avec la Charte des droits et libertés, il y a les articles 16 à 22 portent sur les langues officielles. Et en particulier, l'article 20 de la Charte stipule que les Canadiens ont le droit de recevoir des services dans leur langue de choix et en fait de communiquer avec le gouvernement dans la langue de leur choix, là où la demande est importante. Donc, à la suite de ça et de nombreuses discussions, l'idée était de se dire comment est-ce qu'on peut arriver à définir la population et peut-être arriver à distinguer la population qui aurait tendance à s'orienter davantage vers l'anglais et celle qui aurait davantage tendance à s'orienter vers le français dans ses communications avec le gouvernement fédéral. Et en essayant autant que possible d'utiliser les critères de définition qui étaient déjà disponibles. Or, en 1991, dans le règlement sur les langues officielles pour l'offre de services, la communication avec le public et la prestation de services, il y a en fait un article, l'article 2, qui définit, en fait, qui dit que la définition des minorités de langue officielle s'inspire d'un document qui avait été préparé par Statistique Canada en 1989, fondé sur les données de 86, et qui utilisait un algorithme pour distinguer les minorités francophones ou de langue française et les minorités de langue anglaise. Évidemment, il faut faire attention parce que, comme on le sait très bien, les notions de francophone, en particulier au Québec depuis les années 72 avec la commission Gendron, la notion d'allophone qui pendant de nombreuses années, qui a été assez inconnue dans le reste du Canada, en particulier au Canada anglais. Dans le fond, toute cette distinction-là, cette définition des populations linguistiques, et évidemment, c'est quelque chose qui est très, très muable et qui est ouvert à l'interprétation. Donc, ce que Statistique Canada a développé en termes d'algorithme, c'est ce qu'on appelle la première langue officielle parlée. Et c'est une variable qui est dérivée, en fait, à partir de 3 variables du recensement canadien. La première étant la connaissance des langues officielles. C'est vraiment la première variable qui est examinée. La deuxième variable qui est examinée, c'est la langue maternelle. Et la troisième variable, c'est la langue parlée le plus souvent à la maison. Donc, avec ces 3 variables-là qui étaient disponibles, en fait, au moment du recensement de 86,
on était en mesure de distinguer, d'avoir enfin un algorithme qui départageait en fait la population canadienne en 4 groupes principaux. Donc il y avait 4 catégories: anglais, première langue officielle parlée français, anglais-français, c'est-à-dire les personnes pour lesquelles on pouvait pas, pour qui on ne pouvait pas départager, on ne pouvait pas les assigner à un groupe en particulier, et ni anglais ni français, essentiellement les gens, on parle d'à peu près 2% de la population canadienne qui ne peut soutenir une conversation ni en anglais ni en français. Et donc, cet algorithme-là, dans le règlement en fait de 1991, le gouvernement fédéral utilise à tous les 10 ans, donc 91, 2001 et le prochain c'est en 2011, utilise ces informations-là sur la première langue officielle parlée pour déterminer les régions où il y a un nombre suffisant de personnes qui peuvent recevoir des services, entre autres, dans la langue minoritaire. Deuxième élément à garder à l'esprit, il y a eu un plan d'action, peut-être plusieurs personnes le savent déjà, en 2003. Enfin, on a eu un plan d'action sur les langues officielles par le gouvernement fédéral, à l'origine appelé le plan Dion. Était un plan d'action de 5 ans dont l'objectif était justement de mettre en œuvre un certain nombre de programmes, de développer, de mettre sur pied des ressources aussi, de rendre des ressources disponibles pour permettre aux minorités de langue officielle, c'est-à-dire les plus ou moins 1 million de personnes qui vivent à l'extérieur du Québec et qui sont de première langue officielle parlée française, et la minorité anglophone du Québec, grosso modo, qui est de langue anglaise, qui représente aussi à peu près 1 million de personnes. Donc, d'essayer de comprendre un certain nombre d'éléments liés à la dynamique, à son développement, à son épanouissement, etc., etc. Dans le cadre de ce plan d'action-là, il n'avait jamais été fait mention d'une enquête particulière, mais il est devenu de plus en plus évident que dans le but, en fait, d'être en mesure de suivre l'évolution de la situation, il serait utile d'avoir une enquête qui serait mise sur pied. Et c'est l'enquête qui a été financée, l'enquête sur la vitalité des minorités de langue officielle, qui a été financée par à peu près une dizaine de ministères et d'agences du gouvernement fédéral au coût d'environ 7,5 millions de dollars. Donc, c'est un peu la base quand on parle d'enquête sur la vitalité des minorités de langue officielle, et je vais en parler un petit peu plus loin. Donc, vous imaginez qu'au Québec, il y a ce que ça inclut, en fait. Si on regarde juste la population de langue maternelle anglaise, elle représentait en 2006 8,1% de la population québécoise. Mais lorsqu'on tient compte de la variable première langue officielle parlée, on parle de plus de 13% de la population. Donc, l'écart, et essentiellement, ce sont des immigrants de langue maternelle autre que français et anglais qui ont tendance à s'orienter davantage vers l'anglais ou utiliser surtout l'anglais dans leur quotidien. Mais, comme je vais le montrer, on a des critères qui étaient très inclusifs. C'était la raison pour laquelle on voulait essayer de parvenir à étudier un certain nombre de phénomènes. Maintenant, les grands objectifs de l'enquête, il y en avait 3 principalement, c'est-à-dire de recueillir des renseignements relatifs à des domaines qui étaient jugés prioritaires par les communautés de langue officielle en situation minoritaire, de diffuser des informations statistiques utiles à l'élaboration de politiques puis la mise en œuvre de programmes, et enfin, de procurer une base de données qui offre des éléments de réponse aux problématiques identifiées par les chercheurs gouvernementaux, universitaires, privés, en ce qui concerne les minorités de langue officielle. On a, en fait, l'idée était de dire, OK, on va essayer d'obtenir des échantillons non seulement portant sur les adultes, mais aussi un échantillon sur les enfants. Donc, pour ce qui est des adultes, les personnes de 18 ans ou plus, et ce qui nous intéressait, évidemment, c'est les caractéristiques pratiques, vécues, trajectoires linguistiques des adultes, et un échantillon enfant, où, en fait, ce sont les caractéristiques pratiques vécues et trajectoires de l'adulte et de l'enfant qui sont mesurées. Je vais expliquer un petit peu plus loin pour vraiment faire la distinction. Ce ne sont pas nécessairement des enfants qui appartiennent aux minorités de langue officielle. On sait, par exemple, que
Le nombre d'unions exogames à l'extérieur du Québec est très élevé. Donc, il y a des parents qui, en fait, si on sélectionnait seulement les enfants, il y a un certain nombre d'enfants ou plusieurs enfants qui ne seraient pas sélectionnés, même si l'un de leurs parents est francophone. Donc, l'idée était vraiment de dire ce qu'on recherche, c'est on va identifier et sélectionner nos parents en fonction de leurs caractéristiques linguistiques, telles que ces parents-là appartiennent aux minorités langues officielles. Donc, c'est les enfants dont au moins un des parents est de langue française. Évidemment, comme dans plusieurs enquêtes de ce type-là, les logements collectifs étaient exclus, les résidents des établissements institutionnels et les réserves indiennes. Pas parce qu'ils ne sont pas intéressants, mais c'est que la charge que représente la sélection de l'échantillon et en fait, l'échantillonnage de ces populations-là coûte extrêmement cher et on doit développer des approches bien particulières. Puis comme ces gens-là représentent une fraction quand même, somme toute, assez faible de la population, c'est souvent le choix qu'on prend à des fins économiques. Donc, essentiellement, l'enquête sur la vitalité des minorités de langue officielle, on a parlé de deux échantillons, un échantillon enfant, un échantillon d'adultes, et chaque personne chaque personne qui a été sélectionnée dans les échantillons, par exemple, dans le cas de l'échantillon enfant, les gens devaient répondre à des questions qui portaient sur leur enfant. Et il y avait une partie commune où ces adultes-là répondaient à des questions qui portaient sur eux-mêmes et sur leur pratique en général. Donc, l'échantillon adulte, la même chose, des questions qui ne portaient pas sur les enfants. Donc, ces adultes-là devaient répondre à ces questions-là. Et de même, il y avait une partie commune qui était posée, en fait, aux deux échantillons. Quand on parle, entre autres, et c'est assez général comme information, mais c'est juste pour vous donner une idée des thèmes qui étaient abordés dans cette enquête-là, ou qui sont abordés. Donc, essentiellement, dans la partie adulte, l'échantillon adulte, et cette partie-là en particulier, ce qui nous intéressait, c'est d'obtenir de l'information sur les parents du répondant. Des questions, entre autres, qui touchent l'accès aux soins de santé dans la langue de la minorité, savoir dans quelle mesure est-ce que les répondants considèrent important de recevoir des soins de santé dans leur langue, ou plutôt dans la langue de la minorité, parce que dans certains cas, ce qui est considéré comme leur langue n'est en fait plus leur langue. Je vais en parler un petit peu plus tard. Et donc, les langues qui sont utilisées avec les différents spécialistes de la santé, on en avait identifié au moins 4 types, les médecins, les infirmières, les soins qui étaient obtenus dans d'autres institutions de santé et l'information qui est obtenue par le biais de la ligne Info Santé. Des informations sur la participation communautaire, le bénévolat, le soutien social. La langue d'usage dans la sphère publique, en général, on a, je vous dirais, à peu près une vingtaine de domaines, donc 20-23 domaines, où on a recueilli de l'information sur le sujet. En passant, si jamais il y a des gens parce que je vois qu'il y a certaines personnes qui prennent des notes et tout, ça me fera plaisir de vous faire parvenir cette présentation-là sans problème. Donc, autre élément aussi, les pratiques linguistiques dans les temps libres, la mobilité géographique, pratiques linguistiques au travail. Il faut garder à l'esprit aussi qu'une des raisons pour lesquelles cette enquête-là a été développée, c'est que, vous le savez probablement, le recensement canadien, non seulement est le recensement le plus important de la planète, important dans le sens en termes de nombre de questions. On a dans le questionnaire long à peu près plus de 50 questions. Mais c'est aussi le recensement qui pose le plus de questions de nature linguistique. Quand on se fie, par exemple, aux recommandations des Nations Unies, il faut savoir que la plupart des pays ne posent pas de questions de cette nature-là et ceux qui en posent tout au plus, en général, une question. Le recensement américain, par exemple, pose une question sur les autres langues qui sont parlées à la maison. Et dans quelle mesure, pour ces gens-là qui parlent une autre langue à la maison, on leur demande comment ils évaluent la connaissance de l'anglais selon une échelle graduée.
Et donc, essentiellement, la raison pour laquelle on mentionne ça, c'est qu'on a, donc on a 7 questions dans le recensement canadien, dont 2 sous-questions, c'est-à-dire une sur la langue parlée régulièrement, autre que la langue principale à la maison, et même chose pour ce qui est de la langue utilisée au travail. Et la langue utilisée au travail, comme vous le savez, est apparue dans le recensement canadien seulement en 2001. Et jusqu'à maintenant, on n'avait aucune information qui portait sur l'utilisation des langues dans la sphère publique. Le travail, le domaine du travail étant, le milieu du travail étant quand même un des domaines importants de la sphère publique. On sait par exemple qu'au gouvernement du Québec, il y a ce concept-là de la langue d'usage public. Il y a des enquêtes qui ont été faites dans les années, vers la fin des années 90, début des années 2000. Donc, l'idée, c'est que nous, au gouvernement fédéral, c'est peut-être la meilleure approximation qu'on peut avoir avec la première langue officielle parlée, même si ce n'est pas la même chose. On va chercher quand même une certaine information sur l'utilisation des langues en général. Si on regarde maintenant la partie commune, c'est-à-dire tous les répondants de l'enquête devaient répondre à ces questions-là. Évidemment, les questions qui touchent l'identification du répondant, un certain nombre d'informations sur les membres du ménage, leurs caractéristiques linguistiques, pratiques linguistiques, de l'information sur l'époux ou l'épouse, ou le conjoint de fait, bien sûr, les compétences linguistiques du répondant lui-même. Et on a posé un certain nombre de questions dans cette enquête-là qui nous permettent et qui montrent à quel point le mode de réponse a une influence sur les résultats qu'on obtient. Par exemple, dans le recensement canadien, on pose une question sur la connaissance des langues officielles. Dans cette enquête-là, qui était un mode de réponse différent, c'est-à-dire au téléphone et non pas sur papier, et c'était le répondant qui répondait à la question et non pas habituellement ce qu'on trouve un membre du ménage qui répond aux questions pour la plupart des membres du ménage. Il y avait des écarts qui ont été notés et observés, mais en plus, on avait utilisé, entre autres, une question qui avait été posée dans le cadre d'une enquête d'Office de la langue française. Si vous aviez utilisé le français ou l'anglais dans votre vie de tous les jours, est-ce que ce serait difficile, moyennement facile, facile, etc. En tout cas, ça. Et la différence entre ça et les gens qui disaient, qui nous ont dit connaître l'anglais et le français, on avait des écarts qui étaient non négligeables. Par exemple, des gens qui nous disaient je ne peux pas soutenir une conversation en français, mais si j'avais à me débrouiller dans la vie de tous les jours et que je devais utiliser le français souvent, je n'aurais pas de difficulté. Intéressant donc ça montre que le mode de réponse joue beaucoup. La question, entre autres, de la scolarisation du répondant qui est importante, les trajectoires linguistiques de l'enfance à la vie adulte. La raison pour laquelle on a mis l'accent sur ce genre de module-là ou ce genre d'information-là, la plupart des gens ont l'impression qu'à partir du moment où un répondant ou une personne se marie ou un conjoint d'une autre langue maternelle, en particulier à l'extérieur du Québec, mais on sait par exemple qu'au Québec, près du tiers des personnes de langue maternelle anglaise ont un conjoint de langue maternelle française. Mais à l'extérieur du Québec, on disait toujours l'exogamie, c'est comme une maladie. À partir du moment où tu l'attrapes, tu perds ta langue. Donc, ce qu'on a découvert au fil des études, c'est qu'il y a une partie importante de la population qui s'était déjà orientée vers l'anglais à l'extérieur du Québec bien avant de rencontrer son conjoint ou sa conjointe. Et souvent, les transferts linguistiques ou les substitutions linguistiques ont lieu souvent à l'âge de 15 ans ou avant l'âge de 15 ans. Donc, la question de bien comprendre les trajectoires linguistiques, et en particulier aussi au Québec, quand on s'intéresse à la question au sujet des allophones puis de leur trajectoire linguistique, il y avait un intérêt indéniable de ce point de vue-là. Un autre élément, pour la première fois, qui était posé dans cette enquête-là, touchait la question de l'appartenance identitaire et la perception que les gens avaient de la vitalité de leur communauté. On sait qu'on a un certain nombre de critères pour mesurer la vitalité objective. Bien sûr, en soi, l'enquête ne définit pas exactement ce que c'est la vitalité. Il y a plusieurs recherches depuis les années 70 qui ont été effectuées par Bourris, par Landry, Allard et compagnie,
Et l'idée était de dire que souvent, d'examiner le fait que souvent la perception que les gens ont de la vitalité de leur groupe linguistique est souvent différente de ce qu'on observe dans la réalité en termes, par exemple, d'utilisation de la langue dans la sphère publique ou en termes, par exemple, de substitution linguistique. Donc, il y a un module qui est quand même qui était assez intéressant là-dedans où on demandait aux gens, est-ce que vous considérez que le français dans votre communauté est très présent? Même chose pour ce qui est des anglophones concernant l'anglais. Phénomène intéressant qu'on a donné, qu'on a obtenu. Les francophones à l'extérieur du Québec considèrent que dans les 10 prochaines années, l'avenir du français semble quand même assez prometteur. Alors que les anglophones du Québec, quand on leur pose la question concernant l'avenir de l'anglais, ils considèrent que la situation est assez terrible. Donc, ils affichent un pessimiste qui est plus important. Par contre, quand on n'a rien et qu'on a un petit peu plus, on devient très positif et optimiste. Quand on a beaucoup et qu'on en perd un peu, donc on a une attitude qui est souvent plus pessimiste. Autre information sur l'activité économique revenue, donc des informations assez standards qu'on trouve dans le recensement. Chez les enfants, évidemment, ce qui nous intéressait beaucoup, c'est d'avoir de l'information sur les parents des enfants, le vécu familial de l'enfant en termes de dynamique, mais aussi en termes de garde partagée, avec qui l'enfant vit, les renseignements de nature linguistique sur les parents. Le vécu, la dynamique linguistique familiale, donc en termes de dynamique, qu'est-ce qui se passe au sein du foyer, la connaissance des langues officielles chez les enfants, tout ce qui touche la petite enfance, la fréquentation des établissements scolaires. À cet égard-là, c'est important de savoir qu'il n'y avait aucune enquête jusqu'à maintenant qui était en mesure de mesurer les ayants droit. Pour ceux qui sont au courant, dans la charte, à l'article 23, la question du droit d'inscrire ses enfants à l'école de la minorité. On se fie justement sur les parents ont le droit d'envoyer s'ils répondent à un certain nombre de critères, dont le fait d'avoir le français comme langue maternelle, d'avoir été inscrit dans une école au Canada en français ou d'avoir un enfant dont un des frères et sœurs a fréquenté une école française. Et donc, c'est la première enquête qui nous permet de mesurer ce phénomène-là. Ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait, enfin, on a obtenu le résultat suivant lequel il y a seulement un enfant sur deux dont les parents auraient le droit de l'envoyer dans une école de la minorité, qui fréquente une école de la minorité. Au Québec, c'est assez différent parce que les critères qui donnent le droit aux parents d'envoyer leurs enfants dans les écoles anglaises sont très différents, puisque le critère de la langue maternelle n'entre pas ou n'est pas considéré, pour ceux qui sont au courant, la clause Québec versus la clause Canada. La question de la dynamique linguistique de l'enfant avec ses amis, pratique de lecture individuelle ou avec les parents, les diverses activités parascolaires à l'extérieur du milieu, les médias, Internet, etc. Même chose, partie commune, donc même question qui était posée pour l'échantillon des enfants. Je parlais d'une définition des minorités de langue officielle. C'est une définition, évidemment, qui est très inclusive. Quand on dit inclusif, ça veut dire qu'on va chercher des gens qui pourraient être considérés comme étant des francophones, par exemple, mais qui sont considérés comme des anglophones. Et à l'extérieur du Québec, des gens qui pourraient être considérés comme des anglophones parce que l'anglais fait partie de leur quotidien et qui n'utilisent à peu près jamais le français, mais les caractéristiques qu'ils ont, c'est-à-dire qu'ils ont le français comme langue maternelle, qu'ils connaissent le français, ce sont des allophones qui ont une connaissance du français, ils font partie de l'échantillon. Donc, la raison pour laquelle on voulait avoir un échantillon très inclusif, c'était justement pour être en mesure de comprendre et de mesurer ces différentes dynamiques-là. Qu'est-ce qui fait que des gens ont abandonné l'usage d'une langue? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui se sont mis à utiliser la langue à un certain moment dans leur vie? L'échantillon de langue anglaise au Québec et un échantillon de langue française à l'extérieur du Québec. Qu'est-ce qu'on entend par l'échantillon de langue française à l'extérieur du Québec? On a échantillonné toutes les personnes dont la langue maternelle est le français et l'anglais, français langue non officielle, français, anglais et langue non officielle. On a aussi échantillonné les personnes qu'au Québec on appelle allophones, donc qui ont une langue non officielle comme langue maternelle, qui connaissent le français, qui parlent une langue non officielle plus souvent à la maison,
et les allophones qui connaissent le français, qui parlent le français, seul ou avec une autre langue, le plus souvent à la maison. Donc, c'est vraiment un échantillon qui tient compte, en fait, non seulement des personnes de langue maternelle française, donc des personnes qui ont le français comme langue maternelle, mais également les personnes qui ont une autre langue que le français et l'anglais comme langue maternelle, mais qui connaissent le français. Il faut savoir aussi que quand on parle de définition, il y a un certain nombre, je vous ai dit qu'il y avait 10 partenaires qui avaient financé cette enquête-là. Donc, c'est clair qu'il y a des gens qui veulent, par exemple, dans le cadre de la semaine de la francophonie, il y a 9 millions de francophones au Canada. Donc, on tient compte de tous ceux qui ont une connaissance du français, puis on les appelle les francophones. Il y a d'autres personnes qui considèrent francophones uniquement ceux qui utilisent le français le plus souvent à la maison. Là, on se retrouverait avec pas beaucoup de francophones à l'extérieur du Québec. Donc, tout ça pour dire qu'on a voulu prendre une définition qui était la plus large possible. L'échantillon de langue anglaise au Québec. Il y en a qui vont peut-être sourciller, mais encore là, l'idée étant d'avoir l'échantillon le plus large possible. Les personnes dont la langue maternelle est l'anglais, anglais, français, anglais autre, anglais, français autre. Bien sûr, les gens qui ont anglais et français comme langue maternelle, souvent utilisent davantage le français au Québec que l'anglais. Mais les anglophones du Québec ont un intérêt en se disant on veut avoir la population la plus inclusive possible et à partir de là, on sera en mesure de faire un certain nombre d'analyses parce qu'il faut savoir que c'est pas parce qu'on a stratifié l'échantillon en fonction d'une telle définition, mais l'enquête comprend toutes les questions linguistiques. Donc, les gens peuvent choisir d'utiliser uniquement la langue maternelle, la langue parlée à la maison ou la connaissance des langues officielles. Par symétrie, en fait, on utilise exactement la même définition qu'on avait à l'extérieur du Québec. Donc, ce sont les allophones qui ont une connaissance de l'anglais. Or, on sait que la majorité des allophones au Québec sont bilingues. Donc, et qu'il y en a beaucoup qui se considèrent davantage francophones qu'anglophones, mais ils font partie quand même de ce bassin-là. Et ce qui fait en sorte qu'on se retrouve avec un échantillon quand même d'allophones qui est assez significatif. Évidemment, comme on sait que la question linguistique au Canada dépend en grande partie de la situation linguistique au Québec, bien sûr, et que l'intérêt pour les personnes qui s'intéressent à la dynamique, la concurrence entre l'anglais et le français, c'est au Québec que ça se passe, et en particulier à Montréal. On a donc fait en sorte qu'il y ait un suréchantillonnage d'allophones dont la première langue officielle parlée est le français. Donc, des personnes qui ne peuvent soutenir une conversation en anglais. Il y en a, des allophones. Donc, l'idée étant justement de faire en sorte qu'on ait quand même une représentativité des personnes de langue maternelle autre que française ou anglaise dans la RMR de Montréal. Et ça vaut tant pour l'échantillon des enfants que l'échantillon adulte. Il faut garder aussi à l'esprit, je pense que je l'ai mentionné tout à l'heure, que ce ne sont pas les enfants qui ont été interviewés, mais bien les parents des enfants. Et comme on le sait, bien sûr, il y a toujours un biais associé à ça, dans la mesure où les parents ils vont au meilleur de leurs connaissances concernant, entre autres, les pratiques et les trajectoires de leurs enfants. Quand on parle de population cible, en fait, et qu'on parle de population, là, on parle de données pondérées, essentiellement, on a dans l'enquête, je disais tout à l'heure qu'on avait à peu près 1, quelques millions de personnes qui sont identifiées, tant au Québec, enfin en tout, c'est à peu près 2,4 millions de personnes qui font partie de ce qu'on appelle les populations de langue officielle en situation minoritaire. Bien sûr, au Québec, le Québec est en soi minoritaire au Canada en termes de caractéristiques linguistiques. Donc, quand on regarde la première langue officielle parlée française, on a un échantillon essentiellement de 316 000 allophones dans la RMR de Montréal qui ne peuvent soutenir une conversation qu'en français. Initialement,
on a choisi une taille d'échantillon qui nous permettait d'avoir une représentativité de la population en fonction d'un certain nombre de critères. La taille initiale des échantillons était de 53 500 individus, dont 22 000 enfants et près de 31 000 adultes. Dans le but justement d'avoir une représentativité non seulement à l'échelle provinciale, mais au niveau de certaines régions infraprovinciales dans 3 provinces clés, et dans le but justement d'avoir une bonne représentation des personnes de langue française, anglaise et des personnes de première langue officielle parlée française à Montréal. On a aussi stratifié l'échantillon de sorte à avoir une représentativité statistique des groupes d'âge que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire 0-4 ans, 5 à 11 ans et 12-17 pour l'échantillon des enfants. Et chez les adultes, 18-24, 25-44, 45-64, 65 ou plus. Vous allez voir, même avec un tel échantillon, on a eu un certain nombre de cas qu'on appelle hors champ, c'est-à-dire à partir de la base de cette enquête-là, la base de l'échantillon, c'est la base du recensement. Et donc, ça ne fait qu'à peu près 3 mois que le recensement a eu lieu. Lorsqu'on fait la sélection de l'échantillon, il y a des gens qui soit n'ont plus les mêmes caractéristiques, soit qui sont déménagés. On communique avec une personne du ménage et c'est quelqu'un d'autre qui a rempli le questionnaire. Donc, il y a des changements qui ont lieu entre le recensement et le moment de l'enquête, de la sélection de l'échantillon. Et on arrive à la question, évidemment, je vais en parler plus tard, la question de la non-réponse. Et on s'est retrouvé dans des situations, par exemple, où les jeunes en particulier, dans certaines régions, à Toronto par exemple, et même dans la RMR de Montréal, les jeunes qui appartiennent à l'échantillon de première langue officielle parlée français, on s'est retrouvé avec des taux de hors champ ou hors échantillon passablement élevés, ce qui fait que dans certains cas, l'information n'est pas nécessairement significative pour tous les groupes d'âge qu'on a. Donc, dans certains cas, il y a des regroupements, soit géographiques ou soit en termes de groupes d'âge, qui doivent être faits. Je vous parlais de 3 provinces en particulier pour lesquelles il y a eu de l'information au niveau des régions. Le Québec, on a de l'information sur l'Estrie, sud du Québec, l'Est du Québec, c'est-à-dire Basse-Côte-Nord, Gaspésie, la RMR de Montréal, l'Ouest du Québec, c'est-à-dire l'Outaouais, l'Abitibi-Témiscamingue, la région de la capitale nationale, Québec et ses environs, et le reste du Québec. Ontario, on sait que beaucoup de francophones demeurent dans des régions qui sont limitrophes de la frontière québécoise. Le nord-est de l'Ontario, le sud-est, la RMR d'Ottawa, la RMR de Toronto et le reste de l'Ontario. Et enfin, le Nouveau-Brunswick. On sait que le nord du Nouveau-Brunswick est fortement francophone, le sud-est l'est un peu moins, et le reste du Nouveau-Brunswick d'une région où, évidemment, l'anglais domine largement. J'ai parlé de non-réponse tout à l'heure. Dans les cas de non-réponse, évidemment, là, je vais vous parler justement du taux de réponse qu'on a obtenu. Donc, tout ce qui était aucun contact, les gens qu'on n'a pas réussi à retracer, les refus, ce qu'on appelle les hors-champs, c'est-à-dire les personnes qui étaient décédées entre le moment du recensement et la sélection de l'échantillon, les gens qui vivent en institution, donc qui n'étaient pas en institution au moment du recensement, mais qui l'étaient au moment de l'enquête, ceux qui sont déménagés hors du Canada et les résidents non permanents, ce qui était notre non-réponse de type 1. Il y avait une proportion non négligeable de l'échantillon qui est en fait, c'est de la non-réponse de type 2, c'est-à-dire ce sont les gens qui ne font plus partie de la population cible. Donc des gens qui au moment du recensement nous disaient qu'ils connaissaient le français à l'extérieur du Québec et lorsqu'on les appelle, oups, ils ne connaissent plus le français. C'est un phénomène qui est arrivé quand même assez souvent dans certaines régions, entre autres à Toronto, à Vancouver, dans des régions où l'immigration est quand même assez importante.
Il y a plusieurs hypothèses, bien sûr, qui entourent ça, mais d'une part, le fait que ce n'est pas nécessairement la personne qui a répondu au questionnaire du recensement, mais aussi, on sait que lorsque les immigrants arrivent au pays, ils se voient allouer des points pour la connaissance des langues officielles. Et lorsque le recensement arrive, ben, c'est un document du gouvernement fédéral. Si j'ai dit que je parlais les deux langues, il faut aussi bien dire que je parle les deux langues là aussi. Et oups, tout à coup, on voulait parler en français et la personne ne connaissait pas le français. On a eu des situations comme ça aussi un peu au Québec, mais quand même moins que ce qu'on a retrouvé à l'extérieur du Québec. Un autre élément que je voulais mentionner, c'est qu'il y a dans cet échantillon-là, il y a des gens, effectivement, qui nous ont fourni de l'information et, évidemment, on n'a pas été capable d'aller plus loin parce que le nombre comme dans toutes les enquêtes d'ailleurs, le nombre de questions répondues n'était pas suffisamment élevé. Taux de réponse global, pour les deux échantillons combinés, on parle de 76 de taux de réponse pour l'échantillon des enfants et de 70 pour l'échantillon adulte. Et de ça, les hors-champs, en fait, sont exclus du calcul du taux de réponse. Habituellement, à Statistique Canada, quand on obtient un taux de réponse qui est supérieur à 75 on peut considérer que c'est un excellent taux de réponse. Statistique Canada, par ailleurs, fait face à un certain nombre de défis concernant les taux de réponse en ce moment parce que les gens sont tellement sollicités par toutes sortes enfin, la sollicitation téléphonique est tellement importante que les taux de réponse ont tendance à baisser. Et donc, il y a tout un branle-bas de combat, là, des comités pour essayer de comprendre pourquoi. On parle de taux de réponse 76 pour l'échantillon des enfants. En général, les gens avec lesquels on a communiqué, actuellement, étant donné que c'est un sujet qui touche, qui intéresse les gens, en particulier les minorités de langue officielle, donc le taux de réponse était quand même assez élevé. La taille finale de l'échantillon, sur l'invitation, en fait, les données n'étaient pas tout à fait exactes parce que on avait exclu, c'est ce qu'on a fait dans le rapport qui a été diffusé en décembre 1987, on avait exclu l'échantillon de première langue officielle parlée français au Québec. Donc, quand on en tient compte, la taille finale de l'échantillon est de 15 550 enfants et de 20 067 adultes. Juste, étant donné qu'on est au Québec et que je sais que beaucoup de personnes s'intéressent à la situation des allophones et des anglophones au Québec et dans la région de Montréal en particulier. Donc, la taille finale de l'échantillon québécois selon la région, on parle puis là, en ce moment, là, je vous présente uniquement l'échantillon adulte. Je ne vous présenterai pas l'échantillon enfant, mais juste à titre d'information. Estrie Sud du Québec, on a un échantillon de 976, donc presque 1000. Donc, vous voyez les chiffres. RMR de Montréal, 3523. C'est essentiellement là qu'on retrouve le plus grand nombre d'anglophones et d'allophones selon la langue maternelle. Donc, pour un échantillon total de 7691. Quand on tient compte de la distinction entre langue maternelle anglaise, première langue officielle parlée anglais parmi les allophones, première langue officielle parlée anglais-français parmi les allophones et première langue officielle parlée français, vous voyez la distinction. Donc, 1000 cas dans la RMR de Montréal de langue maternelle anglaise et les autres, on oscille autour de 700-750. Ça peut vous intéresser de voir, OK, mais ça représente quoi en termes d'information selon le critère de la langue maternelle? Donc, dans la RMR de Montréal, on a à peu près 2400 allophones, donc de langue maternelle autre. Mais évidemment, si on tient compte là, des réponses multiples, on peut en rajouter presque une centaine. Et à peu près, grosso modo, 987 anglais, 45 français et anglais. Marie se disait que
les données sont maintenant dans les centres de données de recherche. Je ne sais plus si c'est exactement ce nom-là, mais il faut savoir que la plupart des utilisateurs de données utilisent soit SAS, soit SPSS, soit Stata. Il y a d'autres logiciels, évidemment, qui sont possibles. Essentiellement, souvent, en fait, c'est le logiciel SAS qu'on utilise, mais les analystes dans les centres de données de recherche connaissent bien les autres logiciels. Et la seule chose à laquelle on doit tenir compte, et vous êtes probablement au courant, c'est que cet échantillon-là, on parle d'une enquête à plan complexe. Donc, pour tenir compte du plan de sondage, il y a ce qu'on appelle des poids bootstrap, ou d'auto-amorçage en français. Et donc, essentiellement, on a à peu près 1000 répliques de poids dans cet échantillon-là. Donc, c'est la raison pour laquelle on parle ici d'un fichier qui s'appelle bootweight. C'est en format SAS, mais dans les centres de données, il y a évidemment en format SPSS également et Stata. Il y a d'autres gens qui sont habitués d'utiliser des logiciels comme Bootvar ou dans ce cas-ci, c'est Soudan qu'on utilise pour le calcul de la variance. Mais donc, en tout cas, dans les centres de données de recherche, on a pas mal tous les outils nécessaires à cet égard-là. Donc, c'est important, quand on parle de population, on veut s'assurer qu'on ait affaire à la bonne population. Donc, on n'a pas un seul fichier, mais on a deux fichiers qui sont totalement distincts. Donc, à garder à l'esprit, on parlait de 20 000 adultes, d'à peu près 15 000 enfants, les adultes de 18 ans et plus, et les enfants âgés de moins de 18 ans. Donc, les adultes qui font partie de la minorité de langue officielle, on donne un exemple, par exemple, 89% des adultes qui appartiennent à la minorité de langue officielle à l'extérieur du Québec accordent de l'importance au respect des droits linguistiques. Chez les enfants, je l'ai mentionné tout à l'heure, les enfants ne font pas nécessairement partie eux-mêmes de la minorité de langue officielle, mais un de leurs parents. Okay? Ça nous permet justement de comprendre la transmission ou la non-transmission de la langue des parents aux enfants. Mauvais exemple, à l'extérieur du Québec, 49% des enfants de langue française fréquentent une école élémentaire ou secondaire de langue française. Mauvais exemple parce qu'en fait, il faut dire 49% des enfants dont au moins l'un des parents est de langue française. Donc, l'échantillon est vraiment a été développé en fonction des parents, mais dans le but d'avoir une bonne représentativité des différents groupes d'âge des enfants. Mais ce sont vraiment les parents qui ont été sélectionnés. Donc, je le disais, on ne peut pas combiner les résultats des deux fichiers. On ne peut pas dire, par exemple, en prenant l'information du fichier enfant et l'information du fichier adulte, qu'il y a en tout 45% des personnes de langue française de l'extérieur du Québec qui utilisent le français le plus souvent à la maison. Mais on est en mesure de dire, OK, c'est 49% des adultes de langue française de l'extérieur du Québec et 33% des enfants dont au moins l'un des parents appartient à la minorité de langue officielle. Donc, de toute façon, c'est clair que si vous travaillez avec ces fichiers-là, il y aura des gens qui sont en mesure de vous guider, à savoir est-ce que l'interprétation que vous faites des résultats est la bonne, mais c'est juste de garder à l'esprit que c'est les enfants dont au moins un des parents appartient à la minorité de langue officielle. Je vais, en terminant, juste vous présenter un certain nombre de possibilités d'analyse. Après, ça me fera plaisir de répondre à vos questions. On parlait, si vous gardez à l'esprit les différents modules qui ont été présentés ou qui font partie de cette enquête-là, non seulement on a de l'information, on peut obtenir de l'information sur les choix que les parents font concernant l'école que l'enfant va présenter. Par exemple, chez les allophones et même chez les anglophones, on remarque qu'il y a une proportion importante de ces parents-là qui choisissent d'envoyer leurs enfants dans des écoles françaises. Les enfants qui, normalement, en vertu de la loi, pourraient envoyer leurs enfants dans des écoles anglaises, choisissent néanmoins d'envoyer leurs enfants dans des écoles françaises. Et les raisons pour lesquelles les parents font ce choix-là, dans certains cas, c'est essentiellement la disponibilité de l'école, mais il y a aussi la question de la qualité de l'enseignement, la qualité des programmes.
Il y a évidemment pas mal d'analyses qui peuvent être effectuées concernant le niveau de connaissance des langues, tant par les parents, tant pour les parents que pour les enfants. Toute la question de l'exogamie, c'est-à-dire à partir du moment où on comprend les trajectoires linguistiques de l'enfance à la vie adulte des parents, par exemple, ou des individus, essayer de voir dans quelle mesure cette trajectoire-là a une influence ou influe sur les substitutions ou les transferts linguistiques qui ont lieu ultérieurement dans la vie et dans quelle mesure ces substitutions-là sont liées à l'exogamie. Il y a évidemment toute la question de l'analyse de l'accès aux services publics, les avocats, les policiers, services gouvernementaux dans la langue de choix. Je parlais entre autres de la trajectoire linguistique des parents et l'expérience linguistique de l'enfant. Toute cette dynamique-là, on peut fouiller et obtenir de l'information très pertinente et très intéressante dans l'enquête. La question du sentiment d'appartenance et de la vitalité subjective des parents, l'expérience linguistique d'enfants et des parents. C'est intéressant de voir, dans les premiers résultats qu'on a diffusés de l'enquête, on observait qu'à l'extérieur du Québec, une personne de langue française sur deux disait s'identifier autant au groupe anglophone qu'au groupe francophone. Et au Québec, on avoisinait entre 40 et 45 % des adultes qui disaient s'identifier tant au groupe francophone qu'au groupe anglophone. Alors, c'est quand même assez intéressant parce que je jetais un coup d'œil aux données, entre autres, qui sont diffusées par l'Office de la langue française, où on est en mesure de voir les habitudes en matière de consommation de produits culturels des anglophones et des francophones. Et on voit que même si les anglophones ont tendance peut-être à équilibrer ou à s'orienter un petit peu plus vers le français dans leur consommation de produits culturels, essentiellement, la consommation demeure en anglais. Donc, les journaux, les médias, les films, la musique. Et c'est intéressant, c'est une question qui est quand même assez intéressante de voir dans quelle mesure ou pourquoi on a une proportion de personnes de langue anglaise au Québec qui s'identifient à ce point à la communauté francophone et comment ça peut se traduire par les comportements dans la sphère publique. La question de la petite enfance et le développement de l'alphabétisation tôt dans la langue de la minorité. La question de la dynamique linguistique au sein des membres du ménage. On a des questions dans le recensement, on sait quelles sont les langues qui sont parlées, mais ce qui est intéressant dans cette enquête-là, c'est que l'information est beaucoup plus détaillée, on a beaucoup plus d'informations sur le sujet. Dans le recensement, on a 2 questions sur l'utilisation des langues au travail. Dans cette enquête-là, il y a de l'information sur les pratiques linguistiques entre les différents, par exemple, les superviseurs, les collègues, et dans quelle mesure c'est lié au travail. Donc, il y a, pour les gens qui travaillent dans des secteurs de services, l'utilisation des langues avec les clients, avec des collègues au sein de l'entreprise. Donc, il y a cette richesse-là d'informations. La question de la mobilité intra- et interprovinciale. Pour les anglophones, malheureusement, on ne peut pas avoir de l'information sur ceux qui ont déjà quitté le Québec, puisque par définition, ils ne se retrouvent pas dans l'échantillon. Mais on l'a pour les francophones à l'extérieur du Québec. Par contre, on a de l'information sur la mobilité infra-provinciale des anglophones, donc ceux qui se sont promenés d'une région à l'autre, et même l'intention de déménager au cours des 5 prochaines années ou de quitter la province. La question de l'immigration, bien sûr, il y a de l'information, même si l'échantillon à l'extérieur du Québec des immigrants est vraiment très pas fort, pas très élevé. On sait que les immigrants de langue française représentent grosso modo 1% des immigrants à l'extérieur du Québec. Donc c'est très très peu. On parle d'à peu près grosso modo 70 000 personnes. Et au Québec, ben, c'est plus intéressant, c'est plus important en termes d'effectifs. Et dans quelle mesure est-ce que la période d'immigration ou la provenance des immigrants influe sur leurs caractéristiques et leurs pratiques? Et évidemment, un certain nombre de thèmes liés à la main-d'œuvre et à la population active. Le 11 décembre 2007, pour la plupart, enfin, bon nombre de vous le savez, on a diffusé un rapport qui était vraiment un survol assez général
de l'enquête, des principaux résultats de l'enquête. Comme on avait peu de temps, on avait centré les énergies sur 4 thèmes principaux, c'est-à-dire l'utilisation des langues dans la sphère publique, l'accès aux soins de santé, la question de la vitalité subjective et les questions liées à l'éducation et la fréquentation des institutions d'enseignement. Déjà au départ, à l'extérieur du Québec, c'était quand même intéressant de voir que on sait que 45% de la population de langue française à l'extérieur du Québec réside dans des municipalités où les gens représentent moins de 10% de la population. Et dans ces municipalités-là, 60% des personnes de langue française ont indiqué que l'anglais était leur langue principale. Donc, ils se sentaient plus à l'aise en anglais qu'en français. Au Québec, évidemment, comme la majorité des personnes de langue anglaise sont concentrées dans la région de Montréal, c'est un phénomène qu'on observe moins. Donc, c'est clair que quand on regarde cette enquête-là, on voit l'asymétrie entre les deux populations minoritaires. 2008-2009, donc, on a indiqué que la base de données est maintenant dans les centres de données de recherche. Au mois de mars, enfin, avant la fin du mois de mars, il va y avoir la parution d'un fichier de microdonnées à grande diffusion. Donc, qui sera utilisé, les gens peuvent l'utiliser sans devoir aller dans les centres de données de recherche, puisque tout a été mis en œuvre pour faire en sorte qu'on protège la confidentialité des répondants. Bien sûr, on n'a vraiment pas le niveau de détail qu'on a dans la base de données. On a dû, par exemple, regrouper les géographies dans le fichier de microdonnées à grande diffusion. C'est essentiellement le Québec, l'Ontario, le Nouveau-Brunswick et le reste du Canada. Donc, ça limite évidemment les possibilités d'analyse à un niveau géographique détaillé. Mais je pense que ce genre de fichier-là offre quand même, entre autres pour les étudiants, pour les gens qui veulent avoir une information facilement accessible, c'est quand même une source d'information qui peut être très utile. Donc, en général, en guise de conclusion, l'idée de cette enquête-là n'était pas, bien qu'il y ait des questions de nature rétrospective dans cette enquête-là, l'idée n'était pas nécessairement de suivre dans le temps les individus qui appartiennent aux minorités de langue officielle, ce qui est fort pertinent par exemple, quand on utilise les données du recensement, mais vraiment d'avoir un portrait assez instantané de ces populations-là et d'avoir de l'information sur quand même divers thèmes qui sont liés de près ou de loin à la question de la vitalité de ces groupes-là. Quand on pense à vitalité, les chercheurs en général qui se penchent sur le sujet vont souvent utiliser les notions de vitalité démographique, de vitalité culturelle, économique. Donc, il y a différentes dimensions. Et dans cette enquête-là, on ne prétend pas couvrir le thème de la vitalité, mais il y a quand même passablement d'informations qui nous permettent de dire, ben, écoutez, si dans le recensement, on était juste en mesure d'avoir de l'information sur les transferts linguistiques, par exemple, et les gens disaient, voyez, telle population s'assimile ou ne s'assimile pas. Dans cette enquête-là, la richesse d'informations est telle que ça nous permet justement, OK, mais dans quel secteur est-ce qu'il y a des variantes entre, par exemple, l'utilisation des langues avec par exemple, des institutions gouvernementales, avec les commerces, au sein de la famille, avec les amis, etc. Donc, il y a quand même une richesse d'informations qui est assez vaste et variée. Si vous avez des questions, ça me fera plaisir. Ben, je peux y répondre maintenant, bien sûr, mais si vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec moi. Ça me fera plaisir